Merci Lily. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, il faut bien que je me rapproche. C'est une belle rampe de lancement, merci Grégory. Alors, j'ai beaucoup d'émotions à t'entendre parler de ce projet, auquel, bien sûr, les équipes de Vivante participent beaucoup, et moi aussi personnellement. Et ce projet, il n'aurait jamais existé si, par ailleurs, on n'avait pas eu... du coup, le retour d'expérience d'une grande expérimentation que l'on est encore en train de mener sur nos dispositifs Bimby et Bounty. Déjà, petit retour sur nos convictions. Pourquoi le Bimby et Bounty? Là, vous voyez une carte. Alors, vous ne voyez pas trop les taches colorées, mais on va dire les taches plus claires correspondent aux parcelles où il y a un logement. Donc en France, c'est un territoire, et vous l'avez vu avec les précédentes présentations, et notamment en Espagne, qui est très habité, finalement. On a peu d'endroits, au final, qui sont naturels. On croise souvent une habitation. Il suffit de faire quelques minutes en voiture. Et le but des dispositifs Bimby et Bounty pour Vivante, c'est vraiment de venir travailler, on va dire, la ville de demain dans ces espaces-là, qui sont déjà artificialisés, déjà colorés, et de venir préserver, bien sûr, les espaces qui sont plutôt noirs, qui correspondent à des terres naturelles et agricoles. Le Bimby Built in My Backyard, donc c'est construire dans mon jardin, c'est un concept qui a aujourd'hui 15 ans. Il a de nombreux bénéfices, j'en rappelle quelques-uns. Donc ça permet effectivement de, bien sûr, lutter contre l'étalement urbain. Ça contribue à favoriser des parcours résidentiels, bien sûr. Une personne seule, âgée, qui a vécu dans sa maison toute sa vie et qui, avec des enfants qui sont partis, et bien, finalement, elle va peut-être se construire un habitat plus adapté dans son jardin, puis laisser la maison à une jeune famille. Ça permet, bien évidemment, on va dire, d'optimiser des équipements existants. Ça peut être des réseaux, des voiries, de l'éclairage public, des transports en commun. Ça permet aussi de financer, il ne faut pas l'oublier, c'est des recettes fiscales pour une collectivité qui permet ensuite de réentretenir des équipements communs et des équipements. Ça permet de construire, et on l'a vu, proche des centres. Alors, je crois que David vous a mentionné ce matin le potentiel de 20 millions de maisons individuelles. Et à travers les questions-réponses aussi qu'il y a eu, on a pu avoir le débat de oui, mais faire du Bimby, ça ne construit pas là où il faut, c'est trop dans le rural, alors qu'en fait, en ville, il faut savoir qu'il y a quand même 9 millions de maisons individuelles qui sont situées dans les cœurs d'agglomération, leurs communes limitrophes. Donc ça fait quand même un sacré potentiel, en fait, pour vraiment densifier la ville, là où il y a tous les services et les équipements qui sont déjà présents. Ça permet du coup ainsi aussi de limiter les mobilités. Et les gaz à effet de serre qui sont induits par ces mobilités, et de créer une offre abordable. Alors on en a aussi parlé ce matin à travers cette filière courte, c'est-à-dire se construire pour soi-même son logement adapté. Si on regarde un peu plus, donc c'est quoi en fait, c'est quoi cette méthode Bimby? Qu'est-ce que ça devient? La densification, c'est ça. On peut travailler sur l'existant. Et en fait, on peut aussi travailler sur de l'existant en faisant du neuf. Donc là, on voit un dispositif de transformation. Pourquoi ça peut être intéressant pour une collectivité? Parce que la collectivité, souvent, on peut avoir l'idée, en fait, théorique du Bimby de trouver ça bien, mais c'est vrai que c'est travailler sur cet existant-là, c'est travailler avec des propriétaires privés, des milliers de propriétaires privés, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, et c'est ce qu'on a cherché à faire. Vivante, c'est donc à 10 ans aujourd'hui, et on va dire la genèse de la société, c'est vraiment passer d'un projet de recherche qui est théorique, donc ce que je vous ai montré, le principe du Bimby, à vraiment un protocole, on va dire, d'accompagnement. Qui permet massivement de trouver des outils et des dispositifs opérants et opérationnels qui permettent aux collectivités d'activer ces gisements. Donc là, vous voyez, c'est notre grande expérimentation en cours. Donc ce sont les derniers chiffres, David vous a montré. On a rencontré des milliers d'habitants, propriétaires, et avec eux, on a jusqu'à aujourd'hui imaginé et co-conçu un potentiel de 12 347 nouveaux logements sans étalement urbain. Et ces potentiels logements, c'est quoi notre méthode? La méthode, c'est la co-conception. Vivante, c'est, on va dire, en partie créée
sur une méthode très individualisée où on va rencontrer les habitants de manière individuelle et où on va modéliser avec eux, alors au sens propre comme au sens figuré, le potentiel de leurs biens au regard de leurs problématiques, leurs désirs, leurs envies, leurs moyens. Il faut savoir que c'est quasiment 90% des personnes que l'on rencontre qui n'ont pas l'idée de faire forcément un projet de logement dans leur jardin. Pourquoi ils n'ont pas l'idée? Parce que des fois, ils n'y ont pas pensé, ils n'ont pas connaissance des règles d'un document d'urbanisme, ils ne savent pas ce qui est possible techniquement. Ce temps-là nous permet d'imaginer avec eux tout le potentiel de leurs biens. Libre à eux ensuite de concrétiser une des options que l'on aura pu regarder ensemble ou pas. Donc ça, c'était un petit peu ce qu'on a fait pendant les premières années. Donc les 3 premières années vivantes, on est allé voir beaucoup de territoires partout en France et on a regardé ces potentiels de logement. Et la première commune à se lancer dans le passage à l'échelle et à vouloir faire du suivi d'accompagnement après ces temps-là de co-conception avec les habitants, c'est Périgueux. Périgueux, c'est une ville de 30 000 habitants, commune centre d'une agglomération qui est très dynamique. Et Périgueux, depuis les années 1960, elle a perdu 10 000 habitants. Donc elle est très équipée. Les élus politiques à l'époque veulent quand même retrouver leur part à eux aussi de croissance. Et ils veulent travailler du coup sur ces zones-là. Car toutes les zones, la commune étant très petite, il n'y a pas d'autres, on va dire, moyens de venir retrouver de nouveaux habitants. Donc là, on voit à un moment donné, en 2016, l'ajustement des règles du PLU, donc on a commencé comme ça, et un peu les résultats de ce qu'a produit notre accompagnement auprès des propriétaires particuliers 5 ans après. Là, ce qu'on peut voir, et c'est un des enseignements aussi, 2 types d'enseignements. Le premier, donc là c'est Céline qui revient de vacances du Maroc et qui trouve que son logement est très sombre. Et elle veut ouvrir une fenêtre, elle vient nous voir juste pour étudier ce potentiel. Et en fait, avec elle, en passant du temps à la connaître, à connaître ses besoins, elle est mère célibataire, elle imagine peut-être un jour faire un investissement, on va dessiner plein d'options de projets. Dessiner dans tous les sens du terme, faire des modélisations patrimoniales, financières. Elle va réaliser le projet le plus ambitieux sur un morceau de parcelle qui lui sert actuellement de stationnement de 75 mètres carrés. Et c'est ce projet-là qu'elle va réaliser. Donc elle a fait deux studios en gardant son emplacement de stationnement et en faisant une belle terrasse. C'est un projet qui n'était pas prévu au départ, qui n'aurait jamais été fait si on n'avait pas donné l'idée et peut-être si on n'avait pas accompagné. Donc je passe, l'idée avec un accompagnement, c'est d'augmenter substantiellement, très massivement le potentiel des gens porteurs de projets privés qui ont des idées et qui ensuite vont les concrétiser. On est passé par exemple de 3, 4 à 50 logements par an à Périgueux. Ce n'est pas qu'un protocole en fait d'accompagnement qui vise à densifier, c'est aussi une expérimentation d'un processus morphologique de densification douce qui inclut un processus social en fait, où des habitants décident de devenir voisins et où en fait on crée vraiment une coopération horizontale entre la collectivité et des milliers de petits propriétaires fonciers qui nous permettent aussi de réaliser le ZAN. On a découvert, et je vais aller très vite, ça a été une grosse découverte, c'est que ce protocole-là, qu'on avait mis en place expérimental, qui nous permettait de trouver et de créer des logements neufs dans des secteurs déjà habités, en fait, ces mêmes méthodes, elles nous permettaient de régénérer, retrouver des logements aussi, ou retransformer radicalement du bâti existant. C'est la découverte du Bunti, qui veut dire tisser en hindi. Et là, on le voit. Et ces logements existants, ou ces bâtiments existants, qui ne sont pas du tout dédiés au logement et qui sont des bâtiments vacants, souvent, ils ne correspondent plus du tout aux envies contemporaines, aux familles du XXIe siècle. Il n'y a pas d'espace extérieur, ils sont complètement reconfigurés et souvent il faut les repenser totalement. Et nous on a découvert que à travers notre accompagnement et notre protocole, on pouvait engager des projets de surélévation avec des créations de logements, des projets de transformation complète d'immeubles,
On venait retrouver un acquéreur, là par exemple, pour un bien qui était vacant et un état très 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 dégradé depuis 15 ans sur Périgueux. Ça nous a permis, en 5 ans, cette méthode-là, de recruter 649 porteurs de projets et d'en concrétiser dans les 5 ans 250 logements. Depuis, ça a continué à faire des petits. Ça, c'est tous les scénarios que permettent de faire émerger notre protocole d'accompagnement. Donc vous en voyez un Bimby, un Bounty. Là, vous voyez que ça concerne toutes les rues, tous les quartiers. Là, on a une vue en Bourgogne. Donc on est sur un territoire de 8 communes, donc très grand. Et pourtant, il y a des potentiels partout. C'est la sociologie qui crée le potentiel. C'est à quel moment de vie sont les familles dans leur parcours résidentiel. Et aujourd'hui, dans toutes nos opérations, on ne fait pas de distinction, en fait. Est-ce qu'on travaille sur l'existant, le neuf, tout ça? En fait, les deux s'auto-alimentent. Le Bimby et le Bounty, le neuf, l'existant, l'un ne va souvent pas sans l'autre, parce que certainement que peut-être vendre un terrain à bâtir, ça va permettre de financer une rénovation ambitieuse. Et en fait, les deux s'auto-alimentent. Donc aujourd'hui, Vivante, dans toutes nos opérations d'accompagnement, donc là, dès qu'on met en place un système d'accompagnement renforcé auprès des particuliers, avec les collectivités qui mettent en place ce service pour leurs habitants, on mène de front ces deux dispositifs, le Bimby et le Bounty. Là, vous voyez quelques résultats un peu partout en France. Et où on a finalement quasi à équivalence autant de projets Bimby que de projets Bounty. Et je passe la parole à Denis pour vous détailler un peu plus les résultats. Merci Amandine. Je vais vous proposer qu'on reste les deux pieds bien sur terre, mais je voudrais avec vous qu'on aille regarder quelques nuages. Ces nuages, ce sont des nuages de points. Chacun des points, ce sont des logements qui sont produits. On connaît bien aujourd'hui les logements qui sont produits en promotion immobilière, en lotissement. Vous avez une image d'une métropole parmi beaucoup d'autres en France, Loire-Angers Métropole, qui est à l'écran. Donc tout simplement, sur une période récente 2014-2021, chaque petit point dans cette métropole figure un logement qui a été produit. Les points bleus sont les logements qui ont été produits en promotion immobilière, donc plutôt du logement collectif. Et les points verts sont des logements qui ont été produits en lotissement. Et donc vous vous apercevrez que ce nuage, ce n'est pas tout à fait un nuage en fait, puisqu'il prend la forme de droite, dans la mesure où ces produits sont relativement normés, du fait qu'ils sont réalisés pour des personnes qui ne sont pas forcément connues à l'avance. Et donc, les gens qui les produisent doivent se relier à des points de repère. Et donc, on voit bien que pour les logements qui sont en promotion, donc en bleu, ça va être plutôt des petits logements jusqu'à 80-90 mètres carrés. Pour les logements en lotissement, ils sont plus grands. Et ensuite, pour les prix, il y a une échelle de prix relativement standardisée. C'est-à-dire que pour une taille de logement, il y a une offre, en tout cas de produits économiques qui sont relativement standardisés. Et donc, ce que je voulais simplement vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on puisse regarder des points, des nuages qu'on connaît moins. C'est des points qui correspondent à ce qui peut être produit en densification douce, accompagnée à maîtrise d'ouvrage habitante. Et donc, on a pris pour point de repère, comme exemple, l'année qui vient de s'écouler, l'année 2023. Et donc, en 2023, on a accompagné 1200, les équipes de Ville Vivante ont accompagné 1200 porteurs de projets pour la production d'un peu plus de 2000 logements. Et ces 2000 logements, ils sont montrés ici sur cette image. En ordonnée, tout simplement, vous avez la superficie du terrain initial, donc des terrains déjà bâtis qui sont déjà occupés par des logements, qui ont été mis à profit pour produire des logements supplémentaires. Et l'échelle est logarithmique, mais ça va entre des terrains de presque 50 mètres carrés jusqu'à des terrains de 10 000 mètres carrés. Ensuite, donc en ordonnée, il y a la taille des terrains. En abscisse, vous avez la taille des logements. Et puis, on a représenté un troisième paramètre
qui sont les âges des porteurs de projets, puisqu'on est en autopromotion habitante. Et donc, les couleurs plutôt froides correspondent à des porteurs de projets un petit peu plus jeunes. Vous avez l'échelle à droite de l'image. Et les couleurs plutôt chaudes correspondent à des porteurs de projets plus âgés. Et chaque point est un des logements qui sont issus du travail de Ville Vivante pour l'année écoulée. Donc si on considère un premier point de repère, la taille du logement initial, on a ici des logements donc, qui ont été... on a un terrain qui était la propriété de Evelyne et Bernard en Bourgogne, dans une commune qui s'appelle Saint-Vallier. Le terrain d'origine, il faisait 2400 logements. Evelyne et Bernard, ils étaient engagés dans la réhabilitation de leur maison qui était très vétuste. Ils ont détaché 1400 mètres carrés de terrain qu'on voit ici. Il leur restait 800 mètres carrés pour eux. Et il y a un jeune ménage, donc Eddie et Déborah, qui est venu s'installer, qui a construit une maison juste là où vous avez la petite pelouse, mais qui ont soigneusement gardé les arbres fruitiers qu'on voit à l'image. Donc c'est un petit peu contre-intuitif, mais il y a aussi des opérations de type Bimbi sur des terrains qui sont très grands et avec des terrains résultants qui restent très grands. L'image du dessous, c'est Sylvie, qui habitait Périgueux, qui voyait les vieux jours venir, qui cherchait désespérément une maison de plein pied dans son quartier parce qu'elle habitait un quartier qu'elle aimait beaucoup, mais avec une maison à étage un petit peu mal configurée pour elle. Et elle a fini, ne trouvant pas chaussure à son pied, par créer un logement de 75 mètres carrés de plein pied, tout comme elle voulait, sur un terrain de 248 mètres carrés qui n'était autre que la cour de son propre logement, dans lequel finalement elle a recréé un jardin potager à l'arrière et elle a gardé un palmier qui était à l'avant. Troisième exemple, par rapport aux tailles de terrain sur lesquelles ces filières peuvent être opérées. Patrice et Christelle, qui étaient un couple avec un garçon qui approchait les 18 ans, qui vivait en périphérie de Périgueux, qui en avait absolument marre de faire le taxi. Ils ne connaissaient pas les dispositifs qui nous ont été présentés tout à l'heure. Et ils ont choisi finalement de se soulager, de retrouver du confort de vie, en allant chercher un tout petit terrain sur lequel de 149 mètres carrés, qui était vendu par une dame qui était en difficulté dans son accession à la propriété et qui a pu retrouver un petit peu d'aisance financière. Et ils ont construit cette maison qu'on aperçoit avec les briques qui ne sont pas encore enduites, maintenant c'est le cas, de 80 mètres carrés. Une autre façon de regarder, c'est les tailles des logements. On a à la gauche de l'image, donc un petit logement tout petit, avec pas mal de bois, 26 mètres carrés, un studio locatif qui a la particularité d'avoir l'usage d'un potager qu'on aperçoit, qui a été construit par Marianne et Renaud, également à Périgueux. Et tout simplement, leur opération, elle est toute simple. Ils ne savaient pas trop quoi faire de cet endroit qui était un petit peu une remise, un peu abandonnée. Ils l'ont transformé en studio et le produit locatif leur permet de payer le babysitting de leur fils Clovis. À l'inverse, beaucoup plus grand, un logement de 150 mètres carrés. Et c'est Isa et Thibault, dans une petite commune des Vosges, Bouzemont, qui se sont attaqués à ce logement qui était une ruine absolue et qui très très largement de leurs mains, mais en faisant aussi appel à des professionnels, ont créé un logement très lumineux, très chaleureux, de 150 mètres carrés. Et puis un autre exemple plus intermédiaire, un logement de 110 mètres carrés dans un lotissement des années 60 à Val d'Isée, c'est à côté de Vitré en Bretagne, où le monsieur qui a le t-shirt bleu, qui s'appelle Jean-Paul, il a acheté un bout de terrain de 400 mètres carrés au monsieur qui a le t-shirt gris, qui s'appelle Joseph, Joseph qui était vraiment en difficulté pour entretenir son jardin. Les 400 mètres carrés, ils étaient vraiment de trop pour lui parce qu'il avait des besoins particuliers. Il consacre pratiquement toute sa vie à s'occuper de sa femme qui a des graves difficultés de santé. Et il a été content d'avoir des voisins, mais il a été aussi content d'avoir le produit de la vente du terrain. On peut encore regarder un autre angle, puisque sur le petit nuage que je vous ai présenté tout à l'heure, il y avait des couleurs. Et donc dans ces couleurs, ça figurait les âges. Et un porteur de projet qui est bien engagé là aujourd'hui, qui a été engagé en 2023, 20 ans, il s'appelle Nicolas. Il s'est vraiment boosté. Il est allé chercher un petit peu de financement familial. Il est allé à 20 ans se présenter devant un banquier
pour faire un projet. Et il a acheté vraiment la chose dont personne ne voulait dans sa commune, qui est faux. C'est dans le 54, c'est à côté de, enfin pas très loin de Nancy. Il est allé chercher un logement qui avait été squatté, dégradé, incendié. Et il a décidé, avec l'accompagnement, de le transformer complètement en quelque chose qui va faire l'envie de tous, alors que personne ne voulait même regarder ce logement. Là, on a Hubert. Hubert, il a 80 ans maintenant, il avait un tout petit peu moins. Quand il a décidé qu'il en avait marre de sa maison avec des emmarchements partout, un étage, il s'est fait construire un plein pied dans son jardin. Et il l'a financé en revendant la maison initiale. Et il a réussi à orienter et à configurer son plein pied pour garder tous les arbres fruitiers qu'il adore dans son jardin. Et c'est à Dinozé, donc dans les Vosges. Et puis là, on retrouve notre monsieur Joseph sous un autre angle. Donc lui, il a 74 ans quand il fait son opération. Et donc il a vendu à Jean-Paul, dont je vous parlais tout à l'heure avec le t-shirt bleu, 46 ans, donc à Val d'Isée, à côté de Vitré. Donc on voit qu'on a aussi une gamme de taille de logement et une gamme de taille de terrain et une gamme d'âge qui est extrêmement étendue. Une autre façon de regarder ces nuages, c'est de regarder finalement, alors là on reste avec notre superficie du terrain initial, on reste avec les tailles de maison, mais la grosseur des points que vous voyez sur ce nuage, ce sont la granularité des opérations. Donc vous constatez que la majorité des points, c'est des opérations de un logement. Ça vous paraît peut-être assez intuitif s'agissant de logements qui sont ajoutés au cas par cas. Mais il y a aussi un certain nombre d'opérations de 1, 2, 3, 4, 5, 6 logements. Donc majorité de petits logements, mais aussi d'autres configurations. Ici, les logements de Céline dont vous a parlé Amandine. Et finalement, cette opération, c'est plus de logements et une transformation du logement de Céline. En haut, on est toujours à Épinal, dans une autre commune. La Céline, c'était à Périgueux. Là, on est rue Léopold-Bourg à Épinal. Un immeuble totalement vacant depuis des années qui se transforme en plus 4 logements et un commerce. Et ici, on est également à Épinal. Une histoire incroyable de famille, les parents qui décident de faire un investissement locatif dans une partie d'un immeuble qui finalement recompose, créent des ouvertures dans cet immeuble, transforment les fenêtres, créent des espaces extérieurs privatifs, finissent par trouver ça tellement bien ce qu'ils avaient fait pour leurs locataires qui se créent un logement pour eux. Leur fils, un peu enflammé par la belle opération qu'avaient fait les parents, crée aussi des logements et vient s'installer dans un loft avec une terrasse. Et ça a été tellement, tout le monde s'est tellement emballé là-dessus que même l'ABF a fini par accorder son blanc-seing. Une autre façon encore de regarder ces fameux nuages, c'est de regarder dans quel type de marché immobilier interviennent ces opérations en autopromotion accompagnée. Et on s'aperçoit, par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure avec l'exemple de Loire-Angers Métropole, qu'un certain nombre de porteurs de projets en autopromotion, finalement, vont pas être gênés pour monter des projets dans des territoires où les niveaux de prix de marché immobilier ne permettent pas à la promotion immobilière d'intervenir. Et vous regardez tous les points qui sont situés sous la barre des 1 000 euros, par exemple, ou sous la barre des 2 000 euros, qui sont assez nombreux. En rose, vous avez le BIMBI, donc construction de logements neufs sur terrain déjà bâti. En bleu, en violet, vous avez le Bounty, donc plutôt des reconfigurations profondes, créatrices de logements dans l'habitat existant. Et donc, vous voyez que finalement, pour chaque taille de logement, eh bien, on a des personnes qui produisent des opérations dans des types de marchés immobiliers qui peuvent être très différents. Il y a un endroit qui est vraiment magique en France, c'est la ville de Carentex, dans le Finistère, sur le bord de la mer. C'est superbe, c'est très demandé et ça vaut un peu cher quand même le marché immobilier. Et là, on a un couple de quinquagénaires qu'on s'est trouvé d'accompagner. Ils étaient un peu dans une nouvelle étape de vie. Lui, il travaillait à Rennes. Elle travaillait à côté de Carantec, et puis ils étaient en relation longue distance, ça pesait un petit peu, ils ne trouvaient pas. Là-bas, c'est plus facile de trouver un logement de tourisme, une résidence secondaire, que de trouver un terrain à bâtir. Et finalement, comment ils ont fait ? Ils ont trouvé un terrain à bâtir par quelqu'un qui a détaché son terrain. Donc un marché un petit peu relevé, 3 700 € du mètre carré. Ici, c'est à Vitré, donc en Bretagne, dans la grande périphérie de Rennes. Et la petite maison que vous voyez un petit peu rouge à l'arrière, c'est des gens qui ont construit une maison pour leurs vieux jours, avec les chambres en haut pour accueillir leurs petits-enfants, et qui ont revendu, ils ont financé en revendant la maison initiale qui était à la vente dans un marché relativement tendu. Un autre exemple, dans un marché beaucoup plus détendu à Épinal, c'est un couple qui s'est emparé d'une maison vacante très dégradée pour la transformer totalement,
quelque chose d'absolument incroyable, mais dans un marché qui est beaucoup plus détendu. Et puis également le quart, la moitié droite en bas, dans un marché très détendu, dans un village qui s'appelle Madone et Lamrey, dans les Vosges, un couple qui a 2 enfants et qui, en grande partie en autoréhabilitation, s'est attaqué à une incroyable transformation d'une grange en ruine en maison d'habitation. Je propose un dernier nuage avant de laisser la tribune. Tout simplement, c'est un nuage, je pense qu'on a un peu tous ça en tête, c'est le nuage de la densité. Donc le paramètre qui va changer par rapport aux autres nuages que je vous présentais, c'est le paramètre de la densité, et la densité tout simplement appréciée par un coefficient d'occupation des sols. Donc on va diviser la surface du logement par la surface de la parcelle. Donc pour qu'on ait bien les chiffres en tête, si vous faites un logement de 100 mètres carrés sur une surface de 100 mètres, une parcelle de 100 mètres carrés, ça fait un coefficient de 1. Et donc, on s'aperçoit que finalement, on a des opérations qui sont plutôt avec une densité moins importante que ce qu'on pourrait imaginer instinctivement. Ça, c'est la toute première opération à Périgueux. Ça paraît pas, mais on est en ville. C'est un logement familial de 90 mètres carrés sur une parcelle détachée de 1090 mètres carrés. Et donc c'était Janine et Jean-Claude, ils étaient en indivision avec la sœur de Janine. C'était un petit peu compliqué, mais ils ont réussi à se mettre d'accord pour céder ce morceau de terrain à une famille du quartier qui a pu accéder à la propriété pour un montant relativement pas cher. Donc là c'est une densité, coefficient d'occupation au sol de 0,08. Un exemple un petit peu plus dense, donc une maison dans un lotissement ancien en Bretagne, donc on est à 0,27. Mais en fait, on peut accompagner des opérations beaucoup plus denses. Amandine vous l'a présenté tout à l'heure. 4 logements, 1,75 à Épinal, sur une parcelle en plein cœur de ville. Le permis de construire, il a été accordé il y a quelques jours. Et donc, cette question de la densité, pour vous indiquer qu'on n'a absolument pas tiré tout le parti encore du potentiel de densification et d'intensification dans les différents quartiers où on intervient. Ce potentiel, il reste mobilisable par la filière de l'autopromotion accompagnée, et c'est une filière qui peut se mettre au service tout en étant le fruit de projets des habitants, au service de projets de la collectivité, comme le travail sur le vieillissement, les politiques publiques du vieillissement, les politiques publiques du ZAN, politiques publiques de la requalification, les politiques publiques de la lutte contre la vacance. Donc une filière qui garde beaucoup de potentiel et la possibilité d'être mise au service des politiques publiques.